Ceci est votre dernier avertissement. Le comportement agressif de la Terre, son refus de se conformer aux règlements du Conseil et la militarisation continue de technologies interdites ne seront pas tolérés. Soumettez-vous à l'inspection ou en subirez les conséquences. Pas de nom, pas de chaleur, juste une demande glaciale, crachée par des bouches extraterrestres parfaites qui n'avaient jamais vu de véritable guerre, pas depuis des générations. Pendant une semaine, la Terre resta muette. Le directoire terrien unifié tenait des réunions dans l'ombre. Les médias parlaient à corps et à cris de paix, de diplomatie, de soumission. Mais le silence du directoire en disait plus long que des mots. Puis, le 8e jour, la Terre répondit, et chaque étoile écouta. La réponse fut délivrée non par l'intermédiaire de traducteurs ou de diplomates, mais par le commandant Grant Maddox, un vétéran blessé de l'insurrection martienne, debout seul sur le podium astral de l'ONU. Sa voix résonna sur toutes les fréquences galactiques, son visage, chair et acier, diffusé sans filtre. Il ne lut pas de texte. Nous avons reçu votre avertissement. Voici le nôtre. On ne s'agenouille pas, on n'oublie pas et on ne pardonne pas les menaces. Il se pencha vers le micro, son regard gris-acier rivé sur une douzaine d'espèces extraterrestres qu'il observait de l'autre côté du vide. À partir de maintenant, la Terre considère votre transmission comme un acte d'hostilité. Vous voulez qu'on vous obéisse? Essayez de l'accepter. Il marqua une pause, le silence pesant. C'est une déclaration de guerre. La transmission fut coupée, non brouillée, délibérément interrompue. Ce qui suivit fut le chaos. Le Conseil ne s'y attendait pas. La Terre était une civilisation de niveau 2 selon leurs critères. Impressionnante, certes, mais pas une menace. Pas quelque chose qu'ils craignaient, juste quelque chose qu'ils voulaient contrôler, comme toutes les autres planètes qu'ils avaient soumises par la force. Mais la Terre n'était pas comme les autres. La Terre se souvenait de son histoire. Des guerres se déroulaient dans des tranchées, des déserts, des villes dévastées et des forêts gelées. Chaque génération de la Terre avait versé son sang pour bâtir ce qui existait aujourd'hui, et il n'était pas prêt à le confier à un comité d'extraterrestres suffisant qui n'avait jamais tiré une balle sous le coup de la colère. La première frappe ne vint pas du Conseil, elle vint de la Terre. En 48 heures, 3 avant-postes frontaliers, appartenant au commandement d'observation du Conseil, furent rayés de la carte stellaire. Sans avertissement, aucun prisonnier. Des frappes coordonnées et silencieuses, exécutées avec une brutalité chirurgicale. Le temps que les flottes du Conseil se mobilisent, la marine terrestre avait déjà disparu. Vaisseaux fantômes, drones occultés, plateformes de guerre lancées depuis la ceinture de Kuiper se dispersèrent dans l'espace lointain. La Terre ne se battit pas comme prévu. Il n'y eut ni confrontation grandiose, ni discours héroïque sur le pont. Seul le sabotage, la subversion, l'annihilation eurent lieu. Et au cœur de tout cela, le commandant Maddox, désormais commandant suprême, dirigeait le chaos depuis l'UNS Hellstorm, le plus puissant cuirassé jamais construit par la Terre, et le Conseil connaissait son nom. On l'appelait le boucher de Titane, bien qu'aucun humain n'ait jamais confirmé ce qui s'était passé là-bas. On savait seulement qu'une flotte du Conseil, composée de 16 vaisseaux, avait disparu près de la plus grande lune de Saturne. Maddox était revenu seul. Et les autres? Le Conseil avait parlé d'une panne de communication. Tous les autres connaissaient la vérité. Le Conseil réalisait maintenant trop tard que la Terre s'était préparée. Pendant que les extraterrestres débattaient des protocoles et des routes commerciales, la Terre construisait des machines de guerre, entraînait des divisions de choc orbital, concevait une IA capable de penser plus vite et de frapper plus fort que tout ce que le Conseil avait enregistré. Ils sous-estimaient la Terre, ils sous-estimaient les humains. Et maintenant, ils allaient comprendre ce que cela signifiait. Maddox se tenait dans la salle de guerre, les bras croisés, la mâchoire serrée. Bras croisés, mâchoire serrée, l'hologramme montrait la flotte Alpha du Conseil avançant sur la ligne Vega, 12 croiseurs de bataille, 6 destroyers et une escorte diplomatique. Ils amènent des ambassadeurs dans une zone de combat? Demanda Harper, son commandant en second, d'un ton moqueur. Ils pensent qu'on va se retenir pour ça? Maddox ne répondit pas. Il fixa simplement l'écran, la mâchoire grinçante, puis il se retourna, la voix froide. Je veux que leur communication soit brouillée. Ciblez d'abord leur vaisseau d'escorte, puis brûlez les autres. Mais monsieur, ils ont envoyé une menace, dit Maddox à voix basse. Nous ripostons par le feu. Une menace, dit Maddox à voix basse. Nous répondons par le feu. Dehors, dans le silence glacial de l'espace,
Le châtiment de la Terre attendait tel un serpent enroulé, et les étoiles étaient sur le point de saigner. L'UNS Hellstorm évoluait dans l'obscurité tel un prédateur. Sa coque enveloppée de champs magnétiques de distorsion avancée, impossible à capter par les capteurs galactiques standards. Ses moteurs, presque silencieux dans le vide, ne faisaient aucun bruit, juste un élan froid. Le commandant Maddox se tenait à la barre, scrutant les étoiles à travers la vitre renforcée. Il ne parlait pas. Il ne clignait pas beaucoup des yeux non plus. Ses mains, marquées par une explosion dans les mines martiennes 20 ans plus tôt, se pliaient dans son dos. La guerre n'était plus là. Elle avait déjà commencé. Derrière lui, le pont de commandement vibrait d'une intensité silencieuse. Les officiers se déplaçaient rapidement, sans paniquer. Ils savaient ce qui les attendait. Ils s'étaient entraînés pour ça. La Terre ne distribuait pas les postes de commandement comme des bonbons. Chaque homme et chaque femme à bord du Hellstorm avaient gagné leur place au prix de leur sang, de leur sueur et de décisions qui entraient la plupart des gens toute leur vie. Monsieur, appela Harper depuis la console. Interception confirmée. La flotte alpha du Conseil est à 27 minutes. Ils reprennent la diffusion. À vos ordres, dit Maddox sans se retourner. Les haut-parleurs crépitèrent, puis une voix extraterrestre douce et répétée emplit la passerelle. L'un des nombreux représentants du Conseil, celui-ci issu des Sérénies, une espèce à 6 membres à la peau translucide et obsédée par la hiérarchie. Ici la flotte alpha, au nom du Conseil galactique. Adorateur de la Terre, tempête d'enfer, il vous est ordonné de couper vos armes et de vous rendre pour interrogatoire. Votre agressivité a été constatée et documentée. Toute résistance persistante entraînera des sanctions. Fin du message. Aucune émotion, juste le même ton qu'ils employaient pour réprimander les espèces inférieures qui ne payaient pas de tribut. Ils n'avaient pas encore compris. Envoyez une réponse, dit Maddox. Oui, monsieur. Que dois-je transmettre? Rien. Harper leva les yeux. Monsieur, Maddox se retourna enfin, le visage impassible. Ils veulent une réponse. Ils l'auront dans 27 minutes. Pas avant. Il descendit de l'estrade, son manteau flamboyant derrière lui, et entra dans la baie tactique où attendaient 2 douzaines de capitaines d'intervention. C'étaient des hommes qui avaient commandé des assauts orbitaux, lancé des missions de destruction dans l'espace lointain, dirigé des escadrons suicides, et s'en étaient tirés en respirant. Certains portaient des médailles, d'autres des brûlures, aucun ne souriait. Nous ne sommes pas là pour négocier, commença Maddox d'une voix basse et égale. Nous ne sommes pas là pour faire preuve de retenue. Le Conseil a clairement exprimé sa position. Ils veulent que la Terre soit brisée et soumise. Ils veulent que nous soyons soumis, comme tous les autres mondes, qu'ils ont dévastés et stérilisés. Il marqua une pause, scrutant la pièce du regard. Dommage qu'ils aient frappé à la mauvaise porte. Il n'y eut pas d'acclamation, juste des hochements de tête silencieux, des mâchoires serrées et le léger craquement de quelqu'un serrant fort ses gants. La ligne Vega est notre frontière, poursuivit Maddox. C'est ici que nous rappelons à la galaxie ce qu'est la Terre, pas une planète de politiciens, pas une race de penseurs qui se soumettent. Nous sommes des survivants, des combattants, des bâtisseurs de destruction lorsqu'on les provoque. Il désigna l'holocarte qui clignotait à côté d'eux. Leur flotte est plus rapide, plus grande, plus propre. Mais ils ne nous ont jamais combattus, pas vraiment. Ils n'ont jamais vu ce que font les humains lorsqu'ils sont acculés. Son regard s'assombrit. Ils apprendront. De retour sur la passerelle, tandis que les capitaines d'attaque s'apprêtaient à transmettre leurs ordres à leurs escadrons, Maddox se pencha par-dessus l'épaule de Harper, les yeux rivés sur les flux de données. Le Hellstorm n'était pas seul. 3 croiseurs furtifs avaient déjà flanqué la flotte du Conseil, émettant 0 émission. Des drones, silencieux, petits et mortels, affluaient du nuage d'Oort. Et un satellite de destruction, déguisé en plateforme minière désaffectée, chargeait son canon électrique principal. « Tous les moyens sont en place, » dit Harper. « On n'a qu'une chance. On n'en aura pas besoin de 2. Harper hésita, puis ajouta. « Je ne pense pas qu'ils nous prennent au sérieux, à propos de la guerre. » Maddox ne leva pas les yeux. Bien, les minutes passèrent lentement. Le genre de lenteur qui force les hommes à serrer leurs armes plus fort, le genre de lenteur qui fait battre votre cœur à tout rompre à la vue du point rouge d'un navire de guerre ennemi sur l'écran. À la 27e minute précise, Maddox hocha la tête. À toutes les unités, feu. La réponse fut instantanée. Pas de compte à rebours, pas d'annonce solennelle. Le satellite tira le premier. Une balle de tungstène de la taille d'une camionnette traversa l'espace à Mach 40
et déchira le vaisseau diplomatique du Conseil, se vaporisant au milieu d'une phrase, alors qu'il tentait une autre transmission d'avertissement. Pas d'avertissement, juste le silence. Puis feu. Les croiseurs furtifs s'allumèrent ensuite. Des faisceaux de particules fusèrent sur les flancs des vaisseaux du Conseil, brisant les coques et déclenchant des explosions en chaîne, tandis que les noyaux de plasma libéraient de l'énergie brute dans l'espace. Le Hellstorm lança sa première salve, 6 ogives, chacune programmée pour se briser en dizaines de fléchettes hypersoniques, déchirant les boucliers et divisant les croiseurs en deux. La flotte du Conseil Alpha n'était pas prête. Ils n'avaient rien vu venir, et Maddox en avait été témoin à chaque instant. Les vaisseaux du Conseil se dispersèrent. Certains tentèrent de battre en retraite, d'autres ripostèrent, mais ils étaient aveugles, se précipitant. Leurs formations se brisèrent en quelques instants. Les tactiques humaines manquaient d'élégance. Elles étaient brutales, féroces, imprévisibles, conçues pour un seul résultat, la dévastation. Le vaisseau de commandement du Conseil tenta une ultime tentative de transmission. Elle fut brouillée. La Terre se fichait désormais de ce qu'ils avaient à dire. Sur le pont du Hellstorm, des officiers signalèrent qu'un vaisseau du Conseil s'échappait dans le subspace. Maddox laissa filer. « Laissez-les filer », dit-il. « Qu'ils racontent aux autres ce qu'ils ont vu. » Il se tourna vers Harper. « Quel est le compte ? La flotte du Conseil est réduite à 3 unités partielles. Le reste est détruit. Aucune perte humaine. » Maddox expira. Pas de soulagement. Il n'en attendait pas moins. C'était simplement le souffle d'un homme qui savait désormais ce qui allait suivre. « Ils seront plus forts la prochaine fois, » dit Harper. « Des flottes plus importantes, une guerre totale. »« Bien, » dit Maddox d'une voix sèche. « Ça nous épargnera le voyage. » À travers les étoiles, la panique se répandit. La Terre avait brisé cette illusion en une seule journée, et la galaxie observait. Certaines races célébraient en secret. Des mondes longtemps opprimés par la doctrine du Conseil, dépouillés de culture, de dignité ou de souveraineté. D'autres craignaient désormais la Terre, se demandant quelle espèce défierait l'ordre galactique si ouvertement, si violemment. Mais aucune n'avait encore compris. Pas vraiment. La Terre ne se révoltait pas seulement. Elle était en chasse, et Maddox n'avait aucune intention de s'arrêter avec une seule flotte. Dans un bunker secret sous les montagnes de Patagonie, au plus profond de la croûte terrestre, une réunion eut lieu. Pas de politiciens, juste des chefs de guerre, des directeurs de programmes secrets, des chefs d'armée de l'Ancien Monde intégrés au directoire terrien après l'unification. Maddox apparut en creux. Son image vacillait dans la lumière froide, mais ses mots transparaissaient. Nous avons commencé cette guerre. Nous l'avons terminée selon nos conditions. Pas de retraite, pas de négociation. Le Conseil a proféré sa menace. Maintenant, ils vont nous regarder démanteler leur empire morceau par morceau. Quel est l'objectif ? Demanda quelqu'un. Maddox n'hésita pas. La victoire. Inutile d'expliquer ce que cela signifiait. Cela ne signifiait ni traité de paix, ni siège au Conseil. Cela signifiait que le Conseil était à genoux ou que ses cendres flottaient dans l'obscurité. Cela signifiait que le Conseil était à genoux ou que ses cendres flottaient dans l'obscurité. Le silence régna dans la salle. Puis vint une question que personne ne voulait poser, mais qu'il fallait poser. Et si nous perdions ? Le visage de Maddox se durcit. Alors nous veillerons à ce qu'ils se souviennent de ce qu'il en a coûté pour nous vaincre. Et ils regretteront. De retour sur le Hellstorm, Maddox visionna des images des survivants du Conseil avançant péniblement dans l'espace. Moteur en panne, bouclier détruit. Certains se brisaient déjà sous les dégâts du système. Et pourtant, ils n'éprouvaient aucune satisfaction. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de montrer la vérité. Que les humains n'étaient pas une espèce à gérer ou à tolérer, ils étaient à craindre. Il appuya sur une console sécurisée. Un dossier s'ouvrit, intitulé Opération Évangile de Fer. Une liste d'installations du Conseil ciblé s'afficha à l'écran. Centre de recherche, plateforme commerciale, relais de communication clés. Ils n'allaient pas seulement détruire des flottes. Ils allaient briser les fondements de la domination du Conseil, économiquement, militairement et idéologiquement. Il fixa le haut de la liste, Veltrix Prime, les archives centrales du renseignement du Conseil. Prime, les archives centrales du renseignement du Conseil. Cap sur Veltrix, dit-il froidement. Vers Veltrix ? Demanda Harper, les yeux écarquillés. On sera au cœur de l'espace du Conseil. Suicidaire. Maddox leva les yeux, le coin de la bouche relevé. Pas un sourire, mais quelque chose de plus sombre. Ils ont déclenché cette guerre avec un avertissement, dit-il.
Répondons-y par l'extinction. L'UNES Hellstorm était en distorsion silencieuse depuis 40 heures, naviguant à travers des secteurs interdits de l'espace du Conseil, mis sur liste noire par toutes les espèces majeures. C'était dangereux, inexploré et imprévisible. Mais c'est pourquoi Maddox l'avait choisi. Personne ne s'attendait à ce que les humains empruntent la voie obscure, et c'est là que les humains prospéraient, là où d'autres les redoutaient. Le commandant Grant Maddox n'avait pas dormi depuis plus d'une journée. Il n'en avait pas besoin. Son esprit était plus vif en guerre qu'en paix. La paix avait terni la terre, presque anéanti la terre. La guerre était la clarté. La guerre était la pureté. La guerre était le foyer. Rapport d'étape, aboya-t-il en montant sur le pont de commandement. Furtivité subspatiale maintenue, répondit Harper. Aucun contact avec les capteurs ennemis. Aucune anomalie. Notre arrivée à Veltrix Prime est estimée à 8 heures. Maddox hocha la tête. Il se dirigea vers l'holocarte et observa le point rouge menaçant marqué Veltrix Prime, le centre de renseignement et d'archives de données du Conseil. Plus qu'un simple centre de stockage, c'était leur cerveau. Tout y était stocké, de l'histoire des espèces à la surveillance des colonies indépendantes, en passant par les dossiers de chantage et les documents de doctrine de guerre. La guerre sur Terre ne se ferait pas uniquement par la force brute. Cette frappe serait une décapitation chirurgicale. Nous frappons Veltrix, nous paralysons leur coordination, dit Maddox, les yeux plissés. On ne se contente pas de les combattre, on les aveugle. Harper hésita. Monsieur, le complexe est blindé, lourdement. Il est enfoui dans une croûte lunaire, entouré de 4 lunes, et il dispose de plus de 2 plateformes de défense. C'est du suicide. Maddox se tourna vers lui, froid et calme. Tout ce qui vaut la peine d'être fait. Il quitta le pont. Pas de discours, pas de rassemblement préparatoire, juste la pression silencieuse de savoir ce qu'il fallait faire, et de le faire. 3 heures plus tard, dans la chambre noire du Hellstorm, Maddox rencontrait l'unité fantôme. Pas d'uniforme, pas de médaille, juste des fantômes. C'étaient des hommes issus de tous les programmes fantômes que la Terre avait menés au cours des 40 dernières années. Certains n'étaient même pas officiellement en vie, entraînés au sabotage, à l'infiltration en apesanteur, à l'effondrement orbital et à la guerre neuronale. Leur chef, un homme nommé Riker, chauve, silencieux, la peau comme de l'acier craquelé, hocha la tête à l'entrée de Maddox. « Ce sera notre dernière conversation, dit Maddox sans détour. Riker ne demanda pas pourquoi. Vous percerez la coque extérieure par les puits de maintenance. Utilisez les graines du chaos, rien de traçable. Entrez, téléchargez tout ce que nous pouvons et implantez le virus. La fenêtre de sortie sera 90 secondes après le début de l'attaque. » Riquet le fixa simplement du regard. « Et l'extraction ? Vous ne serez pas extrait, dit Maddox. Vous resterez jusqu'à l'effondrement du noyau. Vous le saviez en vous engageant. » Riquet hocha la tête une fois. Il était temps. Il n'y eut pas de revoir. L'unité fantôme ne fit pas d'adieu. Ils disparurent simplement dans la salle de préparation et enfilèrent leurs combinaisons. En 20 minutes, ils étaient à bord d'une capsule de largage furtive. En 20 minutes, ils étaient à bord d'une capsule de largage furtive, nichée dans la soute ventrale du Hellstorm, prêt à être tiré comme une balle dans le crâne de l'ennemi. Maddox regarda la capsule se refermer. 13 hommes. 13 chances de briser l'épine dorsale de la galaxie d'un seul coup. Il tapa un code dans le terminal. Lancement de la capsule dans 30 minutes. Harper se détourna de la console de commande. « Monsieur, je dois vous demander, pourquoi maintenant ? Pourquoi ne pas attendre ? Nous gagnons les batailles extérieures. » « Parce que ces batailles extérieures sont des distractions, » dit Maddox sans se retourner. « Nous détruisons Veltrix. Nous détruisons l'illusion. Ils pensent pouvoir nous contrôler. Cela prouve qu'ils ne nous voient même pas venir. » Il marqua une pause. « Nous ne cherchons plus la paix. Nous essayons de mettre fin au jeu. » Harper hocha la tête, bien que la tension lui noue la gorge. Il ne savait plus où se trouvait la limite. Peut être que la Terre l'avait déjà franchie. Peut être que Maddox n'avait jamais cru à l'existence d'une limite. L'attaque commença dans le chaos. Alors que la tempête infernale chutait de distorsion près de la 4e lune de Veltrix Prime, elle n'apparut pas sur les capteurs. Elle les déchira. Ces perturbateurs de signaux grillèrent tous les réseaux de surveillance dans un rayon de 1000 km. Les satellites se réduisirent en fragments inutiles, tandis que des ondes électromagnétiques se déversaient de sa coque comme un choc sonique. 3 vaisseaux de défense du Conseil se sont immédiatement mobilisés pour les intercepter
affûtés et armés jusqu'aux dents. Ils n'ont même pas eu le temps de verrouiller leurs armes. 2 d'entre eux ont été vaporisés par des projectiles cinétiques provenant de canons électriques orbitaux que la Terre avait positionnés des mois auparavant, bien avant le début de la guerre. Des opérations secrètes, autorisées par Maddox lui-même sous le nom de projet Vert Salé, avaient été menées. Le 3e vaisseau tenta de fuir. Il ne parcourut pas plus d'1 kilomètre avant qu'un missile hyperspectral ne lui transperce le ventre et ne le réduise en débris liquides. Le coup de massue retentit. Du ventre du Hellstorm, la capsule de l'unité fantôme s'élança silencieusement. Pas de signature thermique, pas de traînée de propulsion, juste une vitesse brute et le silence. La capsule fila vers la croûte du Veltric comme une comète. À l'intérieur, l'équipe était assise sans un mot, respirant régulièrement, les armes chargées, les yeux fixés sur l'avant. Ils n'avaient pas besoin de discours d'encouragement. Ils avaient tous accepté une vérité. Ils n'arriveraient pas à rentrer chez eux. De retour sur le Hellstorm, Harper regarda le signal s'éteindre. Signal perdu, marmonna-t-il. La capsule a percé la croûte, brouillée au-delà de ce point. Maddox resta silencieux. Pendant un instant, la guerre s'arrêta, comme si même l'univers retenait son souffle. À l'intérieur de Veltrix, des alarmes sonnèrent. La sécurité interne du Conseil était en plein chaos. Leur système, conçu pour la diplomatie, le contrôle et la stratégie à long terme, n'était pas conçu pour ce genre d'assaut soudain et sauvage. Lorsque l'unité fantôme émergea des tunnels, elle se trouvait déjà au niveau 3, au cœur des archives. Les gardes n'avaient aucune chance. Les fantômes se déplaçaient comme des ombres, sans bruit, sans prévenir. En 7 minutes, ils avaient atteint les coffres intérieurs. Et tandis que Riker branchait la graine sur le terminal central, ses yeux captèrent les images. Des milliers de fichiers sur la Terre, ses dirigeants, son peuple, sa psychologie, ses faiblesses, tout ce que le Conseil pensait comprendre. Il sourit. « Tu n'y connais rien », marmonna-t-il. Puis il appuya sur Entrée. Le virus se lança. En quelques secondes, toute la ruche de données commença à s'effondrer. D'abord lentement, les fichiers furent corrompus, les terminaux plantèrent, puis violemment. L'IA, protégeant les coffres, déclencha un système de sécurité, croyant être victime d'une intrusion neuronale. Le protocole de purge commença, et c'est à ce moment-là que les fantômes firent exploser les graines du chaos. L'installation entière trembla, les lumières tombèrent en panne. La gravité s'effondra, la température monta en flèche, puis retomba tandis que les systèmes de vide interne échappaient à tout contrôle. Et dans ces dernières secondes, Riker se tenait au milieu des décombres, le virus toujours en train de ronger, et murmura « La Terre vous salue ». Puis tout devint noir. Sur la tempête infernale, Harper se tourna vers Maddox. Effondrement du noyau confirmé. Nous avons perdu le contact avec les fantômes. Ils ont fait leur travail, dit Maddox d'un ton neutre. Maintenant, à nous de faire le nôtre. Que faire? Maddox retourna à la fenêtre du pont. Il fixa les vestiges lointains de Veltrix Prime, tandis que les lunes commençaient à se déplacer sous la perturbation gravitationnelle de l'effondrement du noyau. Maintenant, dit-il, nous commençons à briser les planètes. Harper le regarda, les yeux plissés. Est-ce toujours à propos du Conseil? Non, dit Maddox d'une voix rauque. Il s'agit de la place de la Terre dans la galaxie. Il s'agit de s'assurer que la prochaine fois que quelqu'un envisagera de nous menacer, il se souviendra de ce jour et décidera de mourir en silence. Il se tourna vers l'équipage. Cap sur le Conseil central. « Vous parlez de l'anneau central ?» demanda Harper, stupéfait. « Nous n'avons pas d'autorisation. Nous n'en avons pas besoin. Ce n'est pas un champ de bataille. C'est un sanctuaire politique. Plus maintenant, dit Maddox. Maintenant, c'est une cible. » Au plus profond du Conseil, la nouvelle de la chute de Veltrix fit l'effet d'une éruption solaire. La voix aiguë s'effondra au milieu d'une phrase. Les conseillers paniqués hurlèrent à l'évacuation. Les débats furent abandonnés, les protocoles balayés. Des espèces entières reconsidérèrent soudain leur allégeance. La Terre n'avait pas seulement riposté, elle avait frappé le cerveau du Conseil. Et le message était clair. Vous n'êtes pas des dieux, vous n'êtes pas en sécurité, et vous êtes les prochains. L'UNES Hellstorm traversa la zone morte entre les vestiges fracassés de Veltrix Prime et le bord de l'anneau central. Les moteurs de matière noire bourdonnaient faiblement, à peine audibles à travers la coque. Le vaisseau amiral de la Terre ne se pressait plus. Il était en chasse. Maddox se tenait seul dans la chambre d'observation. Autour de lui, les étoiles étaient immobiles, froides, indifférentes, tout comme lui.
Il n'avait pas dormi depuis la chute de Veltrix. Il n'en avait pas besoin. Il ne rêvait pas. La guerre l'avait épuisé depuis longtemps. Certains hommes se battaient pour la paix. Maddox se battit parce qu'il n'y avait plus de paix digne d'être sauvée. La porte s'ouvrit. Harper entra, plus lentement que d'habitude. Le corps du Conseil a entamé sa mobilisation massive. 8 flottes de classe porte-avions, 2 dreadnoughts et au moins 4 systèmes de boucliers planétaires sont en service. Il marqua une pause. Ils ont verrouillé leurs systèmes internes. Aucun vaisseau n'entre ni ne sort. Maddox ne le regarda pas. Les lâches se cachent derrière les murs. Les rois meurent derrière eux. Harper s'avança, la voix plus basse. « Monsieur, ce n'est pas Veltrix. Ce sont leurs capitales, pas des cibles faciles. Si nous frappons maintenant, nous ne ferons pas que tuer leur commandement. Nous risquons de précipiter toute la spirale vers le chaos. La guerre civile, l'effondrement des espèces, la famine. On parle de milliards. » Maddox se retourna enfin, le regard d'acier. Ils nous ont déclaré la guerre en envoyant cette transmission. Ils ont fait leur choix. Nous ne sommes pas là pour surveiller la galaxie. Nous sommes là pour gagner. Harper tint bon. Et si nous gagnons de cette façon, quel avenir laisserons-nous derrière nous? Maddox le fixa un long moment, non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus froid. Le genre où la Terre ne serait plus menacée. Harper expira et recula. Il comprenait maintenant. Maddox ne visait plus la justice. Il visait la domination. 2 heures plus tard, la flotte conjointe de la Terre se retrouvait à la limite de l'anneau central du Conseil, un groupe de 8 planètes capitales formant le cœur de la gouvernance galactique. En théorie, l'anneau était une zone neutre, un sanctuaire de la raison. C'est ce que le Conseil a toujours prétendu. Mais la Terre avait vu ce qui se cachait derrière la façade. L'oppression déguisée en diplomatie, le contrôle masqué par le maintien de la paix et l'arrogance tissée dans chaque loi qu'il forçait les autres à suivre. L'anneau avait toujours été intouchable. Il ne restait plus qu'à suivre. La salle de guerre du Hellstorm s'illumina de balises rouges. Des drones de surveillance déployés en orbite extérieure avaient déjà commencé à cartographier les défenses planétaires. Les chiffres n'étaient pas prometteurs. La densité des boucliers est 3 fois supérieure à celle de Veltric, expliqua l'officier des données. Pas de trous, pas de zone aveugle, des canons automatiques atmosphériques en service, et leurs déplaceurs de puits gravitationnels bloqueront toute chute orbitale directe. Peu importe, répondit Maddox. Nous ne quitterons pas l'orbite. Les officiers échangèrent un regard. Il appuya sur une console. Le schéma d'une voie commerciale du Conseil, la route 9, apparut. C'était un couloir de trous de verre utilisé par les vaisseaux commerciaux entre les lunes agricoles et les noyaux diplomatiques. Envoyez un ping subspatial via Route 9. Faites-le ressembler à un cargo endommagé. Déployez 20 drones de classe chasseur en attente. Harper haussa un sourcil. Vous pensez qu'ils mordront à l'hameçon? Peu m'importe, dit Maddox, pourvu que l'un d'eux ouvre la porte. 6 heures plus tard, la porte s'ouvrit. Un vaisseau éclaireur du Conseil sortit du trou de verre, s'attendant à trouver un cargo endommagé. Au lieu de cela, il fut englouti tout entier par des drones chasseurs avant même que son pilote ne comprenne ce qu'il avait frappé. Pas d'alarme, pas d'avertissement, juste du métal tranchant, des lames précises et le silence. Le couloir du trou de verre resta ouvert 23 secondes avant de se refermer. Et cela suffisait. Durant ces 23 secondes, l'unité d'attaque d'élite de Maddox le traversa. Les Wolves, une flotte de corvettes de saut subspatial, chacune équipée de torpilles de brèche planétaires et d'équipes d'assaut silencieuses. Elles n'étaient pas faites pour conquérir. Elles étaient faites pour décapiter. Leur mission, frapper la planète capitale du Conseil, Aérodex, couper les communications, paralyser sa matrice de bouclier, et si possible, éliminer le triumvirat. Eridex n'était pas seulement une capitale, c'était la capitale. Toutes les lois de la galaxie avaient été signées dans ces couloirs d'ivoire. Chaque guerre, chaque embargo, chaque purge autorisée d'une colonie rebelle. Eridex approuva tout. Les loups percèrent son orbite supérieure tels des fantômes. Rapides, nets, indétectables. Ils déployèrent des torpilles dans la croûte terrestre. Des ogives profondes, capables de détruire les bunkers, conçues pour ébranler les centres de commandement et transformer la panique en tremblement de terre. À la surface, les citoyens d'Eridex hurlèrent. Mais ils ne combattirent pas. On ne leur avait jamais appris comment. De retour sur le Hellstorm, Harper fixait les images en direct. Ils ne résistent pas. Les civils. Ils évacuent. Ils ne se défendent pas. Ce n'est pas une bataille. C'est une exécution.
Maddox se plaça à ses côtés, puis les laissa courir. Maddox se plaça à ses côtés, puis les laissa courir. Tu vas détruire Aérodex? Maddox ne sourcilla pas. Je vais laisser ça comme un message. Il activa la commande Sentier de la guerre. 3 canons électriques orbitaux chargèrent en séquence. Des tiges cinétiques à pointe nucléaire, des tiges aussi longues que des gratte-ciel, visaient non pas des bases militaires, mais des monuments. Ils visaient des symboles, les couloirs de l'ordre, le pont du traité, la tour phare, des lieux millénaires, des lieux qui disaient « Ici, c'est le Conseil qui règne ». Maddox les a envoyés en enfer en 7 secondes. Depuis l'orbite, on aurait dit une tempête de météores. Lumière, feu, poussière. Et lorsque la fumée s'est dissipée, Aérodex n'avait plus l'air d'une capitale. On aurait dit un autre monde déchu. À travers la galaxie, les systèmes du Conseil ont sombré dans le chaos. Les délégations ont disparu. Les espèces alliées ont rompu les traités. Des armées entières ont refusé de se déployer. Pour la première fois depuis des siècles, la galaxie a compris la vérité. La Terre ne demandait pas à s'asseoir à la table. Elle renversait la table et brûlait la salle. Sur la planète d'Oresh, où la deuxième branche du renseignement du Conseil avait autrefois prospéré, les forces de sécurité locales se sont mutinées et se sont rendues à une corvette terrestre en approche sans un seul coup de feu. Sur la lune gazeuse de Sérévi, 12 envoyés du Conseil furent exécutés par leurs propres gardes, qui affirmaient refuser de mourir pour un empire moribond. Et dans le corps diplomatique de Taurus, une bannière noire fut tissée, portant l'insigne du Directoire de la Terre, et en dessous, l'inscription « Nous nous souvenons de Veltrix ». Mais tout le monde ne célébra pas l'événement. Sur Terre, au cœur du bunker de commandement du Directoire terrien en Alaska, la stratégie de Maddox contre la tempête de feu divergeait de toutes les voies. Tous les dirigeants ne souhaitaient pas la guerre totale. L'amiral Creed, stratège aguerri et vieux rival de Maddox, était assis dans la pièce froide avec 3 autres, les yeux rivés sur les données qui affluaient. « Il est en train de gagner », murmura l'un d'eux. « Non, grommela Creed. Il est en train de détruire, ils se tuent tous. » Creed se pencha en avant, fixant une image fixe de la destruction d'Eridex. Il ne cherche plus à protéger la Terre. Il essaie de remodeler la galaxie. Quelqu'un demanda « Devrions-nous le rappeler ?» Creed les regarda comme s'ils avaient une nouvelle tête. « Vous vous souvenez de Maddox, dit-il, et il ne reviendra pas menotté. Il reviendra armé. » Sur le Hellstorm, Maddox se tenait à l'avant du pont de commandement, observant les planètes restantes de l'anneau central commencer à désactiver leurs boucliers, une par une. Non pas parce qu'ils s'étaient rendus, mais parce que leurs réseaux électriques étaient en panne. Veltrix avait la connaissance, Aérodex la volonté. Tous deux partis, le reste n'était qu'effondrement. Harper s'approcha de lui. C'est fini. Maddox secoua lentement la tête. Pas encore de numéro. Harper déglutit. Et ensuite, Maddox se retourna, la voix dure comme l'acier. Nous trouvons la dernière planète du Conseil qui croit encore pouvoir nous parler. Et alors, les yeux de Maddox brûlent. Nous leur démontrons que la Terre ne parle plus. Eridex a disparu. Pas seulement bombardé, pas seulement vaincu, effacé. Pas seulement bombardé, pas seulement vaincu, effacé. Depuis l'orbite, la capitale du Conseil galactique ressemblait à un animal blessé, brûlant, brisé et tremblant dans ses derniers instants. De la fumée s'éleva dans l'espace. Le pont du traité n'était plus que ruine rougeoyante, brisé en deux comme une colonne vertébrale. Les couloirs de l'ordre, autrefois symbole de stabilité, n'étaient plus qu'un cratère noir, encore fumant des jours après le bombardement. Le monde ne marcherait plus jamais. Mais Maddox ne détourna pas le regard. Il se tenait sur la plateforme de commandement de l'UNS Hellstorm, les yeux rivés sur la planète brisée comme si elle lui devait quelque chose, comme s'il la mettait au défi de parler. Elle ne le fit pas. Aucune communication du Conseil n'a été entendue. Pas d'appel, pas de déclaration de représailles. Juste le silence. Derrière lui, Harper a finalement pris la parole. Nous l'avons confirmé. Le dernier membre actif du Triumvirat s'est enfui sur l'Irix. Il convoque un sommet d'urgence des espèces alliées restantes. Que reste-t-il d'eux? La voix de Maddox était tranchante comme un rasoir. Un sommet? Oui, monsieur. Ils essaient de se regrouper, de se réorganiser. Je suppose, de décider de l'avenir. Maddox se retourna. Ils avaient leur avenir. Nous le leur avons rendu, brûlant. Il s'approcha de la console cartographique et zooma sur le système Lyrix. C'était magnifique. 7 lunes en orbite,
des nébuleuses dorées tourbillonnant en arrière-plan et une ville de surface construite au sommet de falaises de pierres vitreuses. Des falaises de pierres vitreuses. L'Iryx était ancienne, intacte, l'une des dernières planètes du Conseil intacte, et elle abritait désormais les derniers lâches. Ils vont tenter de reprendre le contrôle, dit Harper. Présenter ça comme une folie terrestre. Implorer le soutien des colonies extérieures. Peut être même entamé des négociations avec les Krallins. Maddox fixait la carte stellaire. On ne leur laisse aucune chance. Il tapota la console, traçait un cap vers l'Iryx. Sur Terre, les choses étaient différentes. Dans le bunker du directorat de l'Alaska, les secousses de la campagne de Maddox commençaient enfin à se faire sentir. Les rapports de reddition massive affluaient. Oui, mais les plus sombres aussi. Des agents humains sur les territoires du Conseil exécutaient des fonctionnaires locaux sans procès. Des équipes d'intervention bombardaient des archives historiques, des victimes civiles, des millions, dans des régions dépourvues de présence militaire. La guerre de Maddox n'était plus une guerre de précision, c'était une guerre de purge. L'amiral Creed fixait l'holocarte de la table tandis qu'un autre rapport arrivait de Darish, une ville municipale anéantie par un effondrement atmosphérique causé par les perturbateurs météorologiques orbitaux de la Terre. Il frappa du poing. Ce n'est pas de la stratégie, grommela-t-il. C'est de la vengeance. Ça marche, marmonna un jeune officier dans un coin. Creed se tourna vers lui. Est-ce la norme maintenant tant que ça marche? La salle était silencieuse. Puis Creed se leva. Envoyez l'ordre. Verrouillez l'accès au commandement de la direction. Envoyez l'ordre. Verrouillez l'accès au commandement de la direction. Les autres levèrent les yeux, surpris. Vous allez agir contre Maddox? Demanda l'un d'eux. Je ne vais pas agir contre lui, dit Creed. Je vais lui rappeler que la Terre a toujours une âme. La tempête infernale atteignit l'orbite de l'Iryk en un peu moins de 12 heures. Le Conseil ne combattit pas. Leurs boucliers planétaires se rallumèrent, puis se rallumèrent. Ce n'était pas une reddition, c'était une acceptation. Une transmission arriva avant même que la Terre puisse tirer. C'était uniquement audio, une voix rauque, épuisée. Eshtan, le dernier survivant du triumvirat. Nous n'avons plus aucune force de résistance, dit l'extraterrestre. Nous voyons maintenant ce qu'est devenue l'humanité. Vous vouliez la peur, commandant Maddox. Vous l'avez méritée. Tu voulais le respect. Tu l'as volé. Mais si tu nous brûles ici aussi, que reste-t-il? Qu'essaies-tu de construire? Maddox ne répondit pas. Il coupa la transmission, puis descendit à la baie de déploiement du Hellstorm. Il n'envoya pas d'équipe cette fois. Il y alla lui-même. Le vaisseau de Maddox s'abattit comme la foudre. Le ciel de l'Iryx craqua sous les bangs soniques, tandis que sa flotte d'escorte quittait l'atmosphère, tournoyant au-dessus, silencieusement menaçante. Aucune arme ne tira, aucune résistance. L'Iryx était déjà morte. Elle n'était simplement pas encore tombée. Lorsque Maddox monta sur la plateforme de marbre de la salle du sommet, l'air était lourd de tension. Les chefs extraterrestres d'une douzaine d'espèces se tenaient en robe, tremblant en silence. Certains s'efforçaient de paraître dignes. D'autres s'en fichaient. L'odeur de la peur était universelle. Échetin se tenait au centre, sa silhouette autrefois fière maintenant voûtée, ses robes de cérémonie déchirées et effilochées, il leva les mains tremblantes. Et maintenant, humain, Maddox ne cligna pas des yeux. Il s'avança droit vers lui sans rien dire. Au lieu de cela, il plongea la main dans son manteau et plaça une pointe de données sur le podium. Ceci, dit-il d'une voix ferme, est la liste de toutes les atrocités du Conseil que la Terre a documentées au cours du siècle dernier. Famine forcée, politique de stérilisation, effacement de sites secrets, altération génétique, annihilation culturelle. La salle était silencieuse. Vous transmettrez ceci à tous les systèmes sous l'influence du Conseil, poursuivit Maddox. Vous confesserez, publiquement, sous notre bannière. Chaque mot que j'ai enregistré sera prononcé par ta bouche, murmura Eshton. Ils nous déchireront, ils le devraient. Et si je refuse? Les yeux de Maddox ne bronchèrent pas. Puis j'aplatis les paroles pendant que tu parles encore. Eshton le fixa, les yeux humides de terreur. Mais il savait, tout le monde le savait. C'était le prix de la survie désormais. Pas d'alliance, pas de loyauté, pas de paix. Obéissance. Le pic de données fut accepté. La transmission commença. À travers la galaxie, des écrans creux s'illuminèrent, le visage du Conseil lui-même lisant une confession de péché si horrible que des colonies entières se révoltèrent du jour au lendemain. De vieux drapeaux furent arrachés, de nouvelles bannières hissées, celle de la Terre, l'insigne noir du directoire.
Maddox ne sourit pas. Il n'éprouvait aucune fierté. Ce n'était pas une question de fierté, c'était une question de contrôle. Des heures plus tard, alors qu'il se tenait à nouveau à bord du Hellstorm, regardant l'Iryx, Harper s'approcha. « Tu l'as fait, dit-il doucement. Tu les as brisés. » Maddox resta silencieux un instant, puis ils étaient déjà brisés. J'ai juste effacé le mensonge. Ils étaient déjà brisés. J'ai juste effacé le mensonge. Harper hocha lentement la tête. Et maintenant, Maddox ne répondit pas. Puis arriva le signal. Une transmission de la Terre. Cryptée. Autorisation de haut niveau. Harper l'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent. C'était de l'amiral Creed. Maddox se retourna. Il verrouillait le commandement de la direction. Il réclamait une évaluation d'urgence. Il vous accuse d'abus de pouvoir, de violation de l'article 9. Il ordonne votre rappel. Le silence retomba sur le pont. Maddox resta silencieux pendant quelques secondes. Puis, calmement, préparait la flotte pour le retour sur Terre. Harper parut stupéfait. « Vous rentrez ?»« Bien sûr, dit Maddox. Si Creed veut parler, nous parlerons. » Mais quelque chose dans la voix de Maddox ne laissait pas entendre qu'il se préparait à la paix. La voix de Maddox ne donnait pas l'impression qu'il se préparait à la paix. Et Harper le savait. La Terre ne revenait pas seulement victorieuse. Elle rentrait chez elle avec du sang sur les bottes. L'UNS Hellstorm pénétra dans l'atmosphère terrestre sous le protocole de blackout. Pas d'escorte, pas de lumière, pas d'arrivée publique. Pas une seule communication de bienvenue du commandement de la direction. Le silence était plus assourdissant que n'importe quel tir de canon orbital auquel Maddox avait été confronté. À l'intérieur du vaisseau de guerre, l'équipage évoluait désormais plus silencieusement. La tension pesait sur tous les hommes à bord. Ils avaient vu ce que le commandant Maddox avait fait à la galaxie, et maintenant, ils ignoraient ce qu'il ferait à la Terre. Ou pire, ce que la Terre lui ferait. Harper se tenait devant l'écran principal, les yeux rivés sur la série d'avertissements en provenance d'Alaska. État du centre de commandement, verrouillé. Accès extérieur refusé par l'amiral Creed. Conseil de surveillance civile d'urgence activé. Ordre de rappel émis. Commandant Grant Maddox. Il se tourna vers Maddox, toujours silencieux à la barre. « Ils vous ont déclaré rebelle » dit Harper à voix basse. Il qualifie ce qui s'est passé sur Eridex de crime de guerre. Maddox ne réagit pas. Harper insista. Il prépare un tribunal. L'amiral Creed réunit l'ancien conseil. Ils veulent que vous démissionniez publiquement et que vous vous soumettiez à un examen. Ils disent que vous êtes dangereux. Maddox serra les mâchoires, les yeux rivés sur la lente rotation de la Terre à l'extérieur du hublot. « Après tout ce qu'on a fait, » dit Harper, « voilà comment il nous remercia. » « Ils ne nous remerciaient pas, » répondit Maddox froidement. « Ils ont peur. » Il s'éloigna de la vitre. Ils pensent pouvoir rallumer le feu dans la cage. 3 heures plus tard, Maddox quittait la tempête infernale et posait le pied sur le sol terrestre pour la première fois depuis 4 ans. Pas de foule, pas de bannière, seulement le vent froid du plateau d'Alaska et une douzaine de soldats en armure noire se tenant entre lui et le commandement. À l'avant se tenait l'amiral Creed. Toujours grand, toujours armé, son uniforme était impeccable, mais son visage exprimait un vide, comme s'il savait que cette confrontation était plus que nécessaire. Maddox marcha jusqu'à ce que les soldats lèvent leurs armes. Creed leva la main pour les arrêter. « Maddox, amiral, vous êtes sous enquête pour violation de l'article 9. Vous devez rendre votre grade et votre commandement immédiatement. » Maddox regarda la tour de direction. « Vous avez bouclé l'endroit, parce que vous ne nous avez pas laissé le choix. » « Vous pensez que la Terre est sûre maintenant ?» demanda Maddox en s'approchant. « Tu crois que ces espèces du Conseil oublieront ce que nous avons fait juste parce que nous avons éteint quelques incendies ?» Creed ne broncha pas. « Je pense qu'on ne résout pas la tyrannie en la devenant. » Maddox plissa les yeux. « Je n'ai pas déclenché cette guerre, Creed. Je l'ai terminée. Tu as brûlé des milliards. J'en ai protégé des milliards d'autres. » Creed s'avança, la mâchoire serrée. « Numéro, tu as bâti un empire dans le sang et la terreur, et maintenant tu veux rentrer couronné. » La voix de Maddox se réduisit à un grognement. « Nous avons saigné pour cette planète. Nous avons vu des hommes s'étouffer dans l'espace pour que cet endroit respire. Et maintenant tu veux reprendre tout ça? Tu veux enterrer le prix parce que ça te met mal à l'aise ?» s'exclama Creed. « Ce n'est pas une question de confort, c'est une question de contrôle. » Maddox sourit froidement. « Exactement. Au sein du directorat, le chaos régnait. Non pas parmi les politiciens, mais parmi les soldats. Le nom de Maddox avait encore du poids.
Ces victoires lui avaient valu plus de loyauté que n'importe quel drapeau. Il n'avait pas besoin de propagande. Il avait une réputation. À l'extérieur de la base, dans les principales zones de défense de la Terre, les rumeurs se transformaient en grondements. Certains le qualifiaient de criminel de guerre, d'autres de sauveur. Cette nuit-là, dans un hangar sécurisé d'Afrique de l'Est, un message crypté fut diffusé à toutes les branches du commandement militaire terrestre. Le message était court, le visage de Maddox. Une seule phrase. La guerre ne sera pas terminée tant que la Terre n'aura pas instauré la paix. Il n'en fallut pas plus. Les bases commencèrent à s'éteindre, les transports décollèrent sans ordre, les sous-flottes se déconnectèrent d'EarthNet et se dévièrent vers l'Alaska. Creed vit tout cela en temps réel. Il appelle à un soulèvement loyaliste, cria un assistant. Non, murmura Creed. Il appelle à une nouvelle terre. Maddox ne prit pas d'assaut la tour. Il attendit. Laissons le message se propager. Que le poids de ses actes retombe sur le front intérieur. Que les gens se souviennent que, tandis que la Terre était confinée derrière des murs, il avait porté le feu vers les étoiles. Au lever du soleil, 4 divisions orbitales entières avaient déclaré leur soutien à Maddox. À midi, 10 autres étaient restées silencieuses, refusant d'obéir aux ordres de Creed. À la tombée de la nuit, les colonies extérieures commencèrent à proclamer leur allégeance à Maddox, le suppliant de ne pas se rendre. Au cœur du directorat, Creed contemplait le rapport final. Maddox contrôle officieusement plus de 50% des ressources militaires terriennes. S'il obéit aux ordres, ce sera la guerre civile. Il se leva lentement. Je dois lui parler. Seul. Ses officiers protestèrent, mais il en avait assez de se cacher derrière les ordres. Ils se retrouvèrent ce soir-là, dans une zone neutre, un ancien bunker de l'ONU datant des guerres d'avant l'unification. Juste 2 hommes. Pas de garde, pas de technologie. Pierre. Acier, silence. Creed entra le premier, son manteau flottant au vent. Maddox se tenait au fond, observant les murs vides. « Tu t'es fait un mythe, dit Creed. « Non, dit Maddox sans se retourner. La galaxie a fait de moi un monstre. J'ai juste appris à la contrôler. » Creed expira en s'approchant. « Tu n'es plus l'homme dont je me souviens. Je ne suis pas l'homme dont la Terre avait besoin en temps de paix. Je suis l'homme dont elle avait besoin en temps de guerre. » La voix de Creed se brisa légèrement. « Et maintenant ? De quoi a-t-elle besoin maintenant ? Et maintenant ? De quoi a-t-elle besoin maintenant ?» Maddox se retourna enfin, et pour la première fois, il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'était ni fureur ni détermination. C'était le conflit. Creed s'approcha. « Tu n'as pas besoin de tout brûler, Grant. » Maddox le regarda droit dans les yeux. Je l'avais déjà fait. Pendant 10 secondes, aucun des deux ne parla. Puis Creed hocha la tête. « Je ne te barrerai pas la route. » Maddox ne lui rendit pas son hochement de tête. Il passa juste devant lui, sortit du bunker et entra dans l'histoire. Le lendemain, le conseil directeur fut dissous. Maddox ne s'empara pas du pouvoir par les armes. Il n'en avait pas besoin. Le peuple le lui donna. Les soldats acclamèrent. Les colonies s'alignèrent. La terre ne l'éleva pas. Elles se rendirent à lui. De leur plein gré. Il n'y eut pas de coup d'État. Seule l'inévitabilité régna. Et ainsi, le héros de guerre qui avait autrefois répondu à une menace par le feu régnait désormais sur la planète qu'il avait envoyée brûler. Les bannières changèrent du jour au lendemain. Là où flottait autrefois le drapeau du directorat terrien, flottait désormais un emblème plus accrocheur. Des ailes d'acier noir encerclaient un cercle rouge sang, symbole du commandement souverain de la Terre. Maddox ne prononça jamais de discours. Il ne revendiquait jamais le trône. Il occupait simplement le silence laissé par l'effondrement du Conseil et la capitulation de la Terre face à sa propre peur. Il n'y eut ni annonce officielle, ni conférence de presse. Il s'était simplement substitué au pouvoir, et personne n'eut le courage de lui demander de se retirer. Dans toutes les capitales de la Terre, des clochers de la nouvelle Shanghai aux métros ensevelis d'Europe libre, son image clignotait sur les écrans creux. Un regard indéchiffrable, une voix toujours saccadée, des promesses jamais grandioses, juste des vérités froides et dures. Nous ne sommes pas en paix. Nous avons le contrôle. C'est tout ce qu'il a dit. Et cela a suffi. En quelques semaines, l'armée terrestre a subi une restructuration complète. Les anciennes loyautés ont été brûlées. De nouvelles ont été jurées. Chaque général hésitant a été réaffecté ou a disparu. Les officiers qui avaient résisté aux ordres de Maddox en temps de guerre se retrouvèrent postés dans des secteurs sans électricité, sans communication et sans commandement. Les conseils de surveillance civile furent discrètement dissous et leurs archives supprimées.
Aucune émeute n'éclata, car la plupart d'entre eux avaient déjà disparu avant même que la population ne découvre leur existence. À la fin du premier mois, la Terre était devenue ce que le Conseil avait toujours craint, une espèce unie, s'exprimant d'une seule voix, sans plus rien à craindre, et rien ne la retenant. Mais dans les cendres de l'ordre, la rébellion vacille toujours. Et au plus profond de l'Atlantique, dans un ancien niveau de maintenance d'une porte ferroviaire orbitale désaffectée, elle brûlait silencieusement. Elle n'était plus un soldat, plus maintenant, mais le lieutenant Maeve Holden avait autrefois servi sous les ordres de Maddox lors de l'insurrection martienne. Elle se souvenait de lui avant les manteaux noirs et les insignes rouges, avant les discours et les grèves. Elle se souvenait d'un homme qui luttait pour sa survie, non pour la domination. Il était désormais assis sur un trône d'ossements, et elle n'allait pas le laisser subsister. Autour d'elle, un groupe de dissidents, d'anciens officiers, de techniciens hors la loi et quelques civils endurcis, rassemblés autour de terminaux clignotants, analysant chaque détail des nouveaux systèmes du directoire. Nouveaux réseaux de défense, algorithmes d'identification civile, rotation de patrouilles de drones. La résistance n'avait pas de vaisseau, elle n'avait pas d'armée. Mais elle avait autre chose. La seule arme que Maddox ne pouvait pas voir venir. Elle détenait la vérité. De retour à la tour de commandement souverain, Harper marchait aux côtés de Maddox, observant les ingénieurs installer de nouveaux verrous biométriques et des systèmes de défense automatisés. Vous avez stabilisé la plupart des colonies, rapporta Harper. L'IRA 4 a prêté allégeance hier, et la population de Titan a finalement cessé de protester contre les taxes alimentaires. Maddox ne dit rien. Il étudia les plans de construction devant lui avec une froideur chirurgicale. Il ne dit rien. Il étudia les plans de construction devant lui avec une froideur chirurgicale. Mais il y a autre chose, ajouta Harper en baissant la voix. Une fuite. Les yeux de Maddox se posèrent sur lui. Harper déglutit. De vieux fichiers, des enregistrements vidéo de Veltrix, la dernière diffusion de l'unité fantôme. Quelqu'un a récupéré le cache supprimé, il le diffuse. Qu'est-ce que ça montre? Harper marqua une pause. On voit Riker, disant qu'on leur a ordonné de mourir. On voit que nous avons débranché le câble avant l'extraction, que vous n'aviez jamais prévu de les ramener à la maison. Maddox ne scia pas, moi non plus. Harper le fixa du regard. Ça devient viral. Maddox se détourna. Qu'il regarde, qu'il voit ce que ça coûte. Harper insista plus doucement. Mais il te traite de meurtrier, de traître. Certains disent que tu as tué tes propres hommes. Je leur ai donné la victoire, dit Maddox, la mâchoire serrée, et l'histoire ne retient que les vainqueurs. Mais hors des couloirs stériles de la terre souveraine, des fissures se formaient. La fuite se propageait plus vite que n'importe quel virus. À travers les réseaux souterrains, les forums de flux profonds, les canaux obscurs des ceintures d'astéroïdes, des gens écoutaient. Le visage de Riker, sa voix, son casque couvert de sang tremblait tandis qu'il criait dans la dernière liaison montante. Il le savait. Il avait toujours su. Nous ne reviendrions pas. Maddox avait parlé de sacrifice, mais c'était une dissimulation. Il voulait notre mort parce que nous en savions trop, parce que nous étions les seuls à voir la vérité. Veltrix n'était pas la justice, c'était la purification. Les mots résonnèrent comme un marteau contre l'armure immaculée de Maddox. Dans le bunker de l'Atlantique, Maeve regarda à nouveau la vidéo, les poings serrés. Elle se tourna vers les autres. On fait passer ça dans les colonies. Ils vont le bloquer, dit l'un d'eux. Pas si on passe par les vieux relais commerciaux. Ils ont été mis hors service, mais les lignes de transmission passent toujours sous l'anneau sud. On se branche. On fait passer le signal par toutes les colonies extérieures et les lunes commerciales du corridor de Vega. L'un des techniciens acquiesça. On peut le connecter à toutes les stations non alignées. Maeve leva les yeux. Puis nous allumâmes le feu. 3 jours plus tard, le chaos explosa aux confins du contrôle terrestre. Des colonies mineures commencèrent à refuser des livraisons de ravitaillement. Les émissions pirates brouilleraient la fréquence souveraine. Un destroyer de la 9e flotte terrienne fit défection, brouiller la transmission en boucle de Riker depuis sa tour de communication principale. Il nous a laissé mourir. Il brûle ce qu'il ne peut pas contrôler. Il nous a laissé mourir. Il brûle ce qu'il ne peut pas contrôler. Maddox a regardé tout cela se dérouler depuis la salle de guerre. Il n'a pas cligné des yeux. Il a juste regardé l'écran tactique, tandis que des zones rouges commençaient à fleurir sur la carte d'influence de la Terre, comme du sang qui se répand. Harper marchait derrière lui. Si nous laissons cela grandir, nous allons perdre le contrôle des systèmes extérieurs. Les gens y croient.
Alors nous brûlerons les systèmes extérieurs. Les gens y croient. Ensuite, on brûle les systèmes extérieurs, dit Maddox. Harper s'arrêta. Tu n'es pas sérieux. Maddox se retourna lentement. Je te l'ai dit, on ne cherche pas à gagner un concours de popularité. On veut assurer la place de l'humanité dans la galaxie. Ce n'est pas une question d'opinion. C'est une question d'obéissance. Harper ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'eut aucune réponse. Quelques heures plus tard, la Terre déployait le protocole Obsidien, un ordre de purge secret enfoui au cœur des archives noires d'avant-guerre. Il autorisait la suppression de tout réseau de communication, stations ou vaisseaux malveillants considérés comme une menace pour la sécurité terrienne. Pas de procès, pas d'avertissement, juste la suppression. Des satellites ont tiré sur leur propre colonie. Des relais civils ont explosé en pleine transmission. Sur les avant-postes martiens, des drones ont traversé les colonies, arrachant les antennes paraboliques et incendiant les tours de diffusion. Harper a vu les rapports affluer comme une tempête. Morts civiles non confirmées, perte d'infrastructures extrêmes, statut de rébellion réduite au silence. Pour l'instant, il se tourna vers Maddox. Ce n'est plus la guerre. Maddox fixait l'écran. Numéro était sous son contrôle, mais il ne vit pas la suite. Dans l'ombre d'une plateforme minière sur Callisto, un dernier signal caché fut envoyé. Une archive de sauvegarde des journaux de Riker, complet, non coupé, pas seulement les missions, mais aussi les véritables fichiers de mission, les enregistrements vocaux, les enregistrements tactiques, les aveux, y compris le fichier audio intercepté de Maddox. Pas d'extraction. Nous n'avons pas besoin de témoins. Que leur mort soit le feu qui cimente notre récit. Les mots atteindraient chaque cellule rebelle du quadrant, chaque fantôme survivant en exil, chaque officier encore habité par un soupçon de doute. Maeve Holden écouta une dernière fois le signal. Puis elle regarda ses hommes. Cette fois, nous ne nous contentons pas de le dénoncer. Nous retournons sur Terre. Le ciel terrestre n'était plus silencieux. Au-dessus du quadrant pacifique, 25 vaisseaux non autorisés avaient été largués depuis le subspace. Volant à basse altitude sous le vieux réseau radar, de qualité militaire, volés ou ayant fait défection, leurs identités brouillées, leurs signaux cryptés. Mais Maddox n'avait pas besoin d'identification pour savoir qui ils étaient. La rébellion était de retour, et elle était arrivée armée de plus que des armes. Elle était arrivée avec des preuves. Dans la tour de commandement, des alertes rouges retentissaient sur les écrans holographiques. Les canaux civils étaient brouillés. L'IA de la Terre souveraine s'efforçait d'intercepter les signaux corrompus, mais il était déjà trop tard. Chaque terminal, chaque écran mural, chaque bracelet personnel des secteurs primaires de la Terre s'illumina soudain d'un nom que le système ne reconnaissait pas. Le témoignage de Riker, non censuré. Puis la lecture commença. Les journaux complets, la voix de Maddox, l'ordre de les laisser derrière, les images de surveillance de civils abattus selon le protocole d'Obsidienne, les garanties niées, les morts justifiées comme garantie de stabilisation. Et puis les derniers mots de Riker, murmurés à travers le sang et les parasites, il ne sert pas la Terre, il la gouverne. En 10 minutes, 6 stations de défense orbitale ont été mises hors service. 2 d'entre eux refusèrent de tirer sur la flotte rebelle qui approchait. Sur Europe, les forces terriennes se mutinèrent et prêtèrent allégeance à la révolte. Même certains officiers supérieurs du directoire disparurent de leur poste. Le blindage terrestre ne se fissura pas. Il vola en éclats. Au cœur de la tour de commandement souveraine, Harper se tenait dans la salle de guerre, observant le chaos se dérouler. Ses mains tremblaient. « Maddox, tu dois leur parler !» Le commandant resta silencieux, les yeux fixés sur la carte fragmentée. Les symboles de la rébellion flamboyaient sur Terre et dans les colonies extérieures. Son emprise sur le pouvoir, la plus brutale et absolue que la planète ait jamais connue, s'effritait. Il se tourna lentement vers Harper. Envoyé l'ordre d'attaque, les yeux de Harper s'écarquillèrent. Frappeur qui? La flotte rebelle. Tous les vaisseaux au-dessus de l'espace aérien terrestre. Peu importe qu'ils diffusent la vérité, des mensonges ou des propositions de paix. Éliminez-les. Harper ne bougea pas. J'ai dit non. Harper ne bougea pas. J'ai dit non. La pièce se figea. Maddox s'approcha. Qu'as-tu dit? La voix d'Harper était calme, mesurée, mais la peur avait disparu. Je ne suivrai pas cet ordre. Tu as juré fidélité. J'ai juré de défendre la terre, pas de la brûler juste pour te maintenir sur un trône de silence. Le visage de Maddox tressaillit à peine, comme une fracture dans la pierre. Puis il parla, plus bas que jamais.
Alors tu as choisi ton camp. Moi je l'ai fait, dit Harper, et je ne suis pas seul. Dehors, l'UNS Hellstorm, toujours stationné en orbite basse, s'anima. Pas sous la coupe de Maddox. Son capitaine, autrefois fidèle disciple de la doctrine militaire de Maddox, avait reçu l'intégralité du message. Les journaux, la vérité, la trahison, il l'avait lui-même annoncé. Le vaisseau amiral qui avait autrefois mené la campagne de vengeance de la Terre commença à braquer ses canons sur la Terre elle-même. Un avertissement silencieux. Descendez, ou nous finirons la bataille à la dure. À bord du vaisseau rebelle atlantique, le Nadir, Maeve Alden observa le signal se verrouiller tandis que les systèmes de défense terrestre s'affaiblissaient, puis reculaient. La mutinerie avait fonctionné. Elle se tourna vers son équipage. On atterrit maintenant. Ils se laissèrent tomber dans la zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Alaska, contournèrent les défenses extérieures et s'écrasèrent sur le périmètre de la tour souveraine dans un orage de métal brûlé et d'éruptions électromagnétiques. Les portes s'ouvrirent brusquement. Les rebelles firent irruption, mais ils ne tirèrent pas. Ce n'était pas nécessaire. La moitié des troupes souveraines laissèrent tomber leurs armes en voyant qui menait la charge. Le nom sur le plastron de Maeva, Holden. Un nom que personne n'avait prononcé depuis 4 ans. Un nom que Maddox avait enterré avec toutes les voix dissidentes. Il franchissait maintenant les portes d'entrée. Maddox observait depuis le balcon supérieur de la tour l'effondrement du périmètre. Il ne bougea pas. Il n'appela pas de renfort. Il ne cria pas d'ordre. Il savait que c'était fini. Il pénétra au centre de l'étage de commandement, fixant le globe holographique de la Terre, sa Terre, qui vibrait maintenant d'une rébellion vacillante. Puis les portes s'ouvrirent. Maeve se tenait sur le seuil. Elle n'était pas vêtue comme un soldat. Pas de médaille, pas d'armure, juste un manteau sombre trempé par la pluie et un regard qui transperçait l'acier. La même femme qui se tenait autrefois à ses côtés sur le sol martien, saignant et jurant que la terre ne tomberait plus jamais. Maintenant, elle le regardait comme s'il était celui-là même qu'elle avait juré de combattre. Maddox ne s'y pas. « Alors, dit-il, tu es rentré. » Elle entra. « Tu as pris la maison et tu l'as transformée en arme. » Il pencha la tête. « Tu crois que je voulais ça ? Tu crois que j'aimais envoyer Riker mourir ? Tu crois que j'aimais sacrifier des hommes qui m'auraient suivi en enfer ?» Maeve ne répondit pas. Maddox s'avança, la voix froide, sèche, mais brisée. « Je ne suis pas devenu comme ça parce que je voulais régner. Je suis devenu comme ça parce que j'étais le seul à avoir le cran de protéger la Terre quand tous les autres voulaient négocier avec la galaxie. » Maeve le fixa du regard. « Tu n'as pas protégé la Terre. Tu l'as remodelée à ton image, et maintenant elle s'effondre. Je l'ai maintenue en vie, grogna-t-il. À tout prix. À tout prix, s'exclama-t-elle. Tu as brisé la galaxie, et maintenant tu nous as brisés aussi. Ils se fixèrent, figés dans le temps. Le tonnerre gronda au-dessus d'eux. Les murs tremblèrent tandis que les forces rebelles s'emparaient des niveaux supérieurs. La mâchoire de Maddox se crispa. « Je pourrais te tuer maintenant. » Maeve ne broncha pas. « Essaye. » Mais il ne bougea pas, parce qu'au fond de lui, même lui le savait. Elle était déjà celle qui avait l'arme, la vérité, et c'était la seule chose qu'il ne pouvait pas abattre. Il marcha lentement vers la fenêtre, regardant la pluie tomber et l'horizon illuminé. La rébellion n'était pas venue avec des missiles, elle était venue avec des souvenirs, et la terre, l'as de la violence, s'était enfin souvenue de ce que signifiait choisir. « Tu es là pour m'arrêter ?» dit-il doucement. Maeve baissa les yeux. « Non. Et après ? En finir avec ça, avec dignité, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse avec ton sang ?» Un long silence. Puis Maddox se tourna vers elle. Quelque chose dans son visage exprimait enfin la fatigue. Pas la défaite, mais la fatigue. Dignité ? Il le répéta comme s'il s'agissait d'un mot issu d'une langue étrangère. J'ai laissé ça sur Titane. Il s'est dirigé lentement vers la console de commande et a saisi un code. Les hologrammes ont disparu, tous les systèmes de sécurité ont été désactivés. Pas de combat, pas de résistance, juste la reddition. Il la regarda. Ça s'arrête là alors. Maeva hocha la tête. Oui, ça s'arrête là. 2 jours plus tard, Grant Maddox se présentait devant le Conseil terrien, réintégré, réformé et désormais fondé sur la loi de la charte ouverte. Mené par des civils, transparents, il l'observait comme des faucons sur un champ de bataille. Il n'a pas discuté, n'a pas plaidé, il est resté debout tout simplement. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait quelque chose à dire pour sa défense, il a simplement répondu «
J'ai fait ce que je pensais que la Terre avait besoin. J'avais tort. Le tribunal ne l'a pas condamné à mort. Ils n'ont pas fait de lui un martyr. Ils le condamnèrent à l'exil, le dépouillant de son rang, de son identité, de son autorité. Il n'était plus un symbole, plus un commandant, juste un homme dans l'ombre. Certains disaient que c'était de la clémence, d'autres que c'était de la justice. Seul Maddox savait que c'était les deux. Il quitta la Terre en silence, sans vaisseau, sans escorte, juste un transport individuel vers la bordure extérieure, où ni conseil, ni flotte, ni bannière ne pouvaient le suivre. Il ne regarda jamais en arrière. Des années plus tard, la galaxie se souvenait de la guerre. Elle se souvenait des flammes, de la rébellion, des épreuves. Certains qualifiaient Maddox de monstre, d'autres de sauveur. Mais l'histoire ne s'accordait jamais, car c'est le propre de la guerre. Elle enfouit la vérité dans les cendres et laisse les survivants débattre de sa signification. Et quelque part dans le vide, un homme balafré dériva silencieusement entre les étoiles. Ni grade, ni drapeau, seulement des souvenirs. Et la certitude qu'autrefois, lorsque la galaxie menaçait la Terre, celle-ci répondait